émission du 17 avril 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, c'est le grand retour de notre collègue Kama Lamacrelle. Bonsoir, Kama. Bonsoir. Alors, ça fait longtemps qu'on t'a reçu, mais c'est pas parce qu'on voulait pas parler de littérature. Bien au contraire, c'est juste que tu étais à l'étranger. Tu es allé te promener dans quel coin? J'étais à l'île Maurice. Retour aux sources. Retour aux sources, ça m'a fait beaucoup de bien. Retour au soleil aussi. Ah oui, et tu reviens pour l'été, on comprend. Est-ce que tu peux te décrire physiquement pour nos éditoristes ce soir? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je porte des jeans bleus, une chemise rouge, et je suis assise à ta gauche avec mes grands cheveux et toute ma bonne humeur. Alors, re-bienvenue avec nous pour cette première chronique en 2024, Kama. Et puis, pour la chronique humoristique, c'est Sad Finish qui nous présente son billet d'humeur cette semaine. Bonsoir, Sad. Salut, Kim. Est-ce que tu peux te décrire? Oui, je porte des jeans bleus aussi, un t-shirt blanc, j'ai les cheveux très très courts et j'ai une petite tache rouge qui est apparue aujourd'hui à côté de mon œil. Soudainement. Soudainement, je ne sais pas pourquoi. Et on ne sait pas combien de temps elle va rester non plus. Non, c'est ça qui me fait peur. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ce soir pour ta chronique? Écoutez, la dernière fois que je suis venu ici, c'était la première fois où je faisais quelque chose où je parlais justement de ma queerness filmée ou quelque chose qui va rester sur Internet. Et j'étais comme, j'ai envie de plus en parler et de plus m'ouvrir. Fait que c'est ça qui va se passer ce soir. Alors, c'est à suivre en deuxième élément de l'émission, oui. Et en deuxième moitié, plutôt, on vous présente une grande entrevue avec l'activiste Michel Turgeon, qui a fait beaucoup de choses pour les communautés sourdes et malentendantes LGBTQ+. Alors, on va terminer l'émission en musique avec notre collègue Garance Chartier, qui est à Québec et qui a fait une sélection de 4 artistes à vous présenter ce soir. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée où je préfère le pronom « elle ». Ce soir, sur scène, aussi des jeans bleus. On ne s'est pas parlé, mais on a tous mis ça, sauf que moi, tout le reste est bleu. La ceinture, le chandail également, sauf les souliers qui sont noirs. Et je me suis fait prendre par Pâques, qui est arrivé tôt cette année. J'ai pas eu le temps de faire mon vernis Pascal habituel, donc là, je l'ai fait. Couleur rose d'un côté, mauve de l'autre. Un peu coco de Pâques. Voilà, mais 2-3 semaines en retard. Nous sommes en direct de la taverne Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Alors, Kama, re-bienvenue. Kama Lamacrelle, auteuriste, traductrice, artiste, tout multidisciplinaire. Donc, tu nous disais que tu reviens de quelques mois à l'étranger. Comment ça s'est passé? Que tu as eu le temps de ressourcer, recharger les batteries pleinement? Somme toute, oui. En fait, c'était un voyage quand même assez personnel et familial, et je dirais très guérisseur, qui m'a permis de me reconnecter à une nouvelle version de moi-même. Alors, on a hâte de la découvrir, cette version renouvelée et améliorée. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi au cours des prochains mois? Ça fait quelques semaines que tu es rentré seulement. C'est un peu une grosse année. J'ai quand même quelques projets qui s'en viennent, quelques expos à Montréal et en dehors de Montréal. Mais le gros projet de 2024 pour moi, c'est mon prochain spectacle. Que je présente au mois d'octobre à la Maison des Arts littéraires de Gatineau. Donc, c'est un solo de 75 minutes à peu près, une partition poétique qui est mise à l'œuvre sur scène en danse. Donc, c'est comme si que la poésie était dansée. Et c'est un texte littéraire qui s'appelle « Mon corps et le Kalapani ». Le Kalapani est une expression hindi qui veut dire l'océan noir. Donc, ça parle de mes ancêtres ayant traversé l'océan. Et c'est aussi mon premier solo en français. C'est la première fois que je présente un spectacle complet produit en français. Donc, j'ai hâte aussi que le milieu francophone découvre cet aspect de ma pratique. Ça s'en vient en octobre à Gatineau. Oui, 18-19 octobre 2024. Est-ce que l'objectif à long terme, c'est de partir en tournée ou de le reproduire ailleurs, ce spectacle-là? Oui, donc là, ce serait vraiment la première. Ça sera peut-être présenté sur une scène montréalaise en 2026, mais j'ai pas le droit vraiment d'en parler. Bon. Mais ça sera présenté à Montréal. Oui, et puis je pense qu'on va te retrouver à l'émission. On aura l'occasion de revenir là-dessus, j'en
j'en suis certain. Mais aujourd'hui, on va plonger dans la littérature. Tu nous as choisi 2 œuvres ce soir. La première, ça s'intitule « Pourquoi je n'écris pas » de Benoît Jaudoin. C'est paru chez Triptyque dans leur collection Difforme. Qu'est-ce que c'est ce livre? Oui, donc la collection Difforme de Triptyque, c'est leur collection d'essais. Et ce livre de Benoît Jaudoin, qui est sorti déjà il y a quelques mois, mais étant donné que j'étais pas là, pourquoi je n'écris pas? Et le sous-titre, c'est Réflexions sur la culture de la pauvreté. Et je dois dire que ce livre, pour moi, a été vraiment un grand coup de cœur. Pour plusieurs raisons. Il y a la qualité de l'écriture elle-même, mais surtout, c'est en fait un essai qui plonge dans la culture de la pauvreté. À quoi ressemble la pauvreté au Québec, à la fois une pauvreté matérielle, économique, mais aussi ce que Benoît Jaudoin appelle la pauvreté culturelle. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, pour une personne comme lui, qui vient de cette pauvreté? Donc, la notion de pourquoi je n'écris pas, c'est marrant parce que quand on le dit, c'est du genre un livre. Et oui, évidemment, il écrit. Mais, donc, j'aimerais commencer, en fait, en lisant l'ouverture du livre, un petit extrait. Je ne suis pas écrivain. Depuis 20 ans, je tourne autour de l'écriture. Je veux dire que je l'étudie, je la commente, je la lis, sans jamais vraiment m'y mettre activement. Passer à l'acte, écrire. J'ai obtenu un baccalauréat en études littéraires, enseigné la littérature au cégep et les écrits d'artistes à l'université, étudié les mots et les traces écrites du langage dans les arts visuels. J'ai publié de la critique d'art, joint un comité de rédaction de revues, rédigé un mémoire, puis une thèse. Mais par écrire, donc il entend, m'exprimer depuis mes propres préoccupations et mes expériences, faire confiance à ma voix, prétendre à la littérature. Chaque fois, j'ai trouvé le moyen de me désengager de l'écriture, préférant chercher ma voix dans les mots des autres. Je me suis plongé dans la lecture, me suis effacé derrière des œuvres, me suis consacré à l'enseignement, à l'édition, à la recherche pour éviter d'expérimenter l'écriture de l'intérieur. Ça, c'est le début du livre. Et à la fin de cette introduction, il dit je ne suis pas écrivain. Avec ce livre, j'essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, c'est ce qu'il fait dans ce livre. Donc, il parle de son propre parcours, à la fois en tant que personne qui a fait des études littéraires, mais aussi qu'il a enseigné et qui ensuite a fait un doctorat en histoire de l'art. Et il parle, en fait, du sentiment d'imposteur. Qu'il habite, en tant que personne de lettres? En tant que personne qui vient de ce qu'il appelle la culture de pauvreté. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que Benoît Jaudoin est un homme gay, cisgenre, blanc, qui vient du Québec. Et moi, dans mon expérience en tant que femme trans, racisée, immigrée, il y avait tellement où on se retrouvait dans nos expériences parce que il parle du sentiment d'imposteur, donc cet espace qui appartient à l'art et la culture où tu sens en fait que toi, tu n'y as pas accès. Et c'est intéressant parce qu'une des anecdotes qu'il décortique, c'est le fait qu'il ait fait des études littéraires. Et lui, il disait faire des études littéraires, étudier de la littérature française, voulait dire qu'il lisait des romans de bourgeois. Où tout ce qui, tu sais, son interaction, c'était avec une littérature de bourgeoisie. Et que même là, lui, en tant que lecteur, en tant qu'étudiant littéraire, il n'arrivait pas à se voir refléter dans la littérature telle que c'était enseigné. Et plus tard, quand il parle de son expérience dans les arts visuels, il dit quelque chose qui moi, m'a beaucoup touché. Il dit que une fois qu'on rentre dans ce milieu artistique et culturel, on réalise qu'il y a une manière de parler, qu'il y a une manière d'être, qu'il y a une manière de s'habiller, et que lui, il n'avait jamais eu accès à cela. Et donc, il parle de cette culture de pauvreté qui est très ancrée dans le Québec, mais en même temps, il y a une interaction avec son identité queer. Là, l'extrait que j'ai lu, c'était de l'introduction, mais dans le premier chapitre, il commence avec une anecdote où il vient de Boleil et dans les années 80, il est dans un salon de coiffure, c'est un enfant et on lui demande « Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu deviens grand ?» Et il dit « Moi, je veux devenir une fille. » Et là, en fait, il te parle déjà, son point de départ, je trouvais que c'était très fort d'avoir une anecdote comme celle-là comme point de départ, parce que déjà, là, il parle à la fois
de comment est-ce qu'il peut faire sa place en tant que personne queer. Alors, je me sers du mot queer vraiment d'une manière très, très large dans ce sens-là. Mais dans un contexte d'une culture ouvrière. Hein. Tu sais, donc, Puis là, tu disais aussi un sentiment d'imposteur, mais il y a quelque chose aussi de peut-être du fait qu'il n'y a pas l'impression de pouvoir vivre une authenticité aussi. Est-ce qu'elle vient de là, ce sentiment d'imposteur-là? ben, je pense que de différentes manières, oui, parce que tu sais comment, ça c'est quelque chose qui même moi personnellement me parle, comment, en tant que personne qui fait des études, il dit que dans son livre que lui c'est la première personne avec sa sœur, c'était les premières à partir à l'université. Et quand il est parti à l'université, là, car il a décidé de faire des études littéraires, qui pour lui était un peu une manière d'essayer de quitter sa classe et d'atteindre en fait une autre classe économique, pas nécessairement économique, mais une classe culturelle où il y a une valeur symbolique à la culture. Améliorer ses conditions, mais aussi changer de classe sociale. C'est ça, parce que c'est intéressant, il y a une nuance dedans, parce que oui, il y a la classe économique, dans le sens que financièrement, qu'est-ce qu'on fait avec... Tu sais, il y a un privilège économique, mais il y a aussi le capital culturel. Tu sais, c'est quoi l'espace? Tu peux peut-être faire 20 000 pièces par année, mais quand tu es écrivain, même si tu fais 20 000 pièces par année, tu as un capital culturel. C'est peut-être pas un privilège économique, mais ça reste un capital culturel. Donc, il vient vraiment rechercher un peu tout ce qui se passe dans ces entre-espaces où tout ça s'entremêle. Et ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que j'aime beaucoup l'écriture. L'écriture est très... Elle est comment, ouais? Comment elle se distingue? Elle est très en fait, elle est très interdisciplinaire, si on veut. C'est un peu de ce qu'on appelle l'autothéorie, tu sais, donc te baser sur tes propres expériences de vie pour en fait donner une analyse de la société et un cadre théorique. Et dans ce cas, donc c'est un mélange entre des anecdotes de vie. Donc il commence avec la petite anecdote. Donc il y a des anecdotes, il y a des analyses plus théoriques qui clairement, ça se voit, sortent d'un travail académique. Il y a différentes voix aussi qui l'amènent. J'aime bien. Il y a beaucoup de citations. Et moi j'aime beaucoup les œuvres où en fait il y a une diversité de voix qui se présentent, dont des fois anglophones parfois qui n'ont pas été traduites. Donc ça permet au moins à l'idée de circuler. Donc l'écriture ressemble à ça. Mais le truc que je trouve intéressant dans le livre, c'est qu'à un certain moment, il parle de comment, si la littérature est surtout bourgeoise et que les récits sont majoritairement bourgeois, comment permettre à une culture de la pauvreté de prendre sa place dans un milieu littéraire où souvent on se sent imposteur. Et lui, il dit que la solution, c'est justement ce genre d'auto-théorie qui permettent une expérience vécue qu'on ne voit pas, mais qui écrit qui est un peu d'une manière éclatée avec différentes formes. Donc il offre aussi la possibilité d'une forme littéraire que ce travail peut prendre. Le livre est pas très épais, est tout petit, mais il semble y avoir beaucoup de stock avec ce que tu nous dis de ce livre-là. Est-ce que ça se lit quand même bien? Ça se lit très bien. Ça se lit très bien. Moi, je trouvais que c'était une lecture très accessible. Ce qui me plaît toujours, justement, tu sais, quand tu es en train de parler de la classe sociale, etc. Ça peut être lourd. Ça peut être lourd. Alors que là, l'écriture est très accessible. C'est fluide. Il n'y a rien de... Tu sais, ouais, il y a quelque chose de théorique là-dedans, mais tu n'as pas l'impression de lire la philosophie. Okay. Donc moi, ni un travail universitaire. Non. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup... C'était vraiment mon coup de cœur de cet hiver, celui-là. Alors, Pourquoi je n'écris pas de Benoît Jaudoin, c'est paru chez Triptyque dans leur collection Difforme. Et puis la deuxième œuvre que tu as choisie ce soir, c'est Le Marais. C'est paru chez l'Interligne, une maison d'édition ontarienne. Et là, j'ai un blanc. C'est qui a fait la traduction en français? Une certaine personne qui s'appelle Kamal Amatrel. Non! Ben oui, mon Dieu, comment j'ai pu oublier. Alors, c'est une œuvre que tu connais très bien. Oui. Ben voilà pourquoi je voulais en parler. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voulais en parler. Entre autres, une des raisons, c'est qu'il y a Gayatri Spivak, qui est une philosophe d'origine indienne, qui dit que la traduction littéraire, la traduction, c'est la manière la plus intime de lire un livre.
parce qu'il faut vraiment que tu connaisses. Avec l'autrice de ce livre, par exemple, Yael me dit que moi, je connais son livre mieux que Yael maintenant. C'est maintenant que je l'ai traduit, c'est Parce un qu'il faut peu... connaître l'intention aussi, pour aller dans la bonne traduction, la richesse. Ça demande beaucoup de travail de recherche. Oui, et étant donné que j'ai une lecture aussi intime de ce livre, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler? Mais aussi, je voulais en parler parce que je pense que c'est de ma connaissance, de mon savoir. Il n'y a pas un livre comme ça dans le milieu francophone littéraire. Donc, je pense qu'en termes de littérature queer, là, il est quand même excellent. Alors c'est quoi? Qui se distingue à ce point? Le Marais. Le Marais, en fait, une petite ville de l'Ontario qui s'appelle Le Marais. Et c'est une ville absolument corrompue où l'eau qui coule du robinet est toxique. Où le maire est complètement corrompu, où des parents sont abusifs envers leurs enfants, envers leurs conjoints. Et au milieu de tout ça... C'est pas Jojo, hein? Non, c'est pas Jojo, mais là où ça devient intéressant, c'est que Sidney Hegeley, en fait, vraiment essaie d'écrire le traumatisme de la petite ville de l'Ontario. C'est vraiment ce qu'elle essaie de faire. Mais en même temps, il y a de l'horreur. Donc, c'est un genre qui est très, très rare, qui est de l'horreur queer. Okay. Donc, dans le Marais, par exemple, il y a des castors carnivores, il y a des cigognes qui kidnappent des enfants, des bébés, là, même pas des enfants. Donc, il se passe, en fait, toutes sortes de choses toxiques tout autour. Et... je trouve que c'est un monde tellement weird. Au niveau littéraire, vraiment, c'est la première fois que moi, quand je l'ai lu la première fois, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Déjà, donc c'est intéressant parce que c'est publié comme un roman en français par les éditions de l'Interligne, mais en anglais, c'est publié comme un recueil de nouvelles. Et donc, c'est toi qui as fait ce choix-là? Non, ça, c'est la maison d'édition. C'est la maison d'édition. C'est la maison d'édition, mais c'est qu'en fait, toutes les nouvelles sont interconnectées. Donc, ce qui fait qu'on peut lire chacune des nouvelles individuellement, mais si on lit le tout du début jusqu'à la fin, on comprend, on le lit comme un roman. Et dans ce roman, ce qui vraiment prend vie, c'est le Marais, c'est vraiment la petite ville. En fait, il y a un personnage, qui n'est pas vraiment un personnage, mais il y a le personnage du Marais et l'espace. Moi, je trouve ça toujours très, très fort. Kevin Lambert faisait ça avec son tout premier roman. Tu aimeras ce que tu as tué, c'est bien ça? J'espère que je ne me trompe pas sur le titre. Où il écrit Chicoutimi, en fait, où la ville devient sa propre identité et devient un personnage. Et moi, je trouve que quand c'est fait et que c'est bien fait, ce genre de littérature est très, très forte. Et pourquoi ce changement entre l'anglais et le français dans la forme? J'ai pas participé à cette conversation, en fait. Je pense que ça s'est fait entre la maison d'édition, entre les éditeurs, éditrices et l'autrice. J'ai pas nécessairement, moi, participé à cette conversation dans ce sens-là. Mais, et au milieu de tout ça, peut-être pour parler de l'aspect aussi très queer de cette littérature, où il y a la forme littéraire elle-même, mais aussi c'est rempli de personnages, d'adolescents, d'adolescentes. Il y a un petit garçon francophone qui tombe amoureux d'un petit garçon anglophone à un certain moment, et la francophonie est écrite d'une manière très intéressante. Et donc tu as des personnages non binaires, mais c'est surtout des adolescents et adolescentes qui se retrouvent un peu coincés dans cette ville où tout est corrompu, où on peut même pas boire de l'eau, où il y a tellement d'abus. Et à travers ça, il y a quand même une résilience queer. C'est quand même des adolescents, adolescentes qui rêvent de quitter cette petite ville de l'Ontario, mais en même temps, dans le contexte de leur quotidien de cette petite ville, ça s'exprime comment? C'est ça? Ça s'exprime au niveau de la solidarité, au niveau des expériences qu'ils vont oser vivre? C'est surtout au niveau des expériences. C'est des expériences très complexes. Donc, par exemple, il y a un des récits qui s'appelle Danny Boy. Donc, Danny Boy commence avec Danny Kilber. Danny Kilber qui meurt parce qu'il s'est fait écraser par un train pendant qu'il allait au travail. Et c'est écrit, en fait, de la perspective de Léa, meilleure amie de Danny. Et on dit que Danny Kilber a été tué par le train parce qu'il avait des écouteurs à suppression de bruit, ce qui fait qu'il n'a pas entendu le train qui s'en venait. Or, là, c'est Léa, meilleure amie, qui lui a offert
les écouteurs. Et là, quand Danny Kilber meurt, on offre sa job à Léa, meilleure amie. Donc là, tu sais, il y a ce personnage. On fait des liens avec ce qui est arrivé avant, ce qui est arrivé. Mais tu sais, d'avoir un personnage qui est prise tellement dans cette complexité du moment, dans cette complexité du ressenti. Tu sais, c'est tellement complexe, mais en même temps, c'est écrit avec une touche d'humour, tu sais, et avec une touche d'horreur. Donc je trouve que c'est un peu comme aller vraiment dans ces drôles de tensions des personnages, ces situations qui ne sont pas vraiment très claires, et ensuite de décrire cette forme de traumatisme, mais sans te retraumatiser. Tu sais, et ça, c'est vraiment ce qui m'a attiré dans la plume de Sidney Hegele. C'est une manière d'écrire la violence, mais quand tu le lis, c'est écrit dans une forme tellement éclatée que tu ne te sens pas impacté de la même manière par cette violence. Moi, je trouve que c'est un livre qui est très, très, très fort. D'ailleurs, quand j'ai accepté le traduire, ça faisait que j'ai vécu dedans pendant 1 an, parce qu'il m'a pris toute une année pour traduire ce livre. Mais je dirais que, comme tu le sais, j'aime beaucoup parler des œuvres en traduction, parce que je pense que c'est une richesse, que ça ramène au milieu littéraire francophone. Mais celui-là, publié chez l'Interligne aussi, je tiens à dire l'Interligne est une maison d'édition francophone basée dans l'Ontario. Et à date, j'ai toujours parlé des maisons d'édition francophones basées dans le Québec. Donc je voulais quand même créer de l'espace pour une maison d'édition qui publie de la littérature super intéressante, y compris la littérature queer, qui est francophone, mais qui est basée dans l'Ontario. Et la voix de Sidney Hegele, à ce que je sache, de tout ce que j'ai lu, moi, elle n'existe pas dans le milieu francophone. Un mélange des genres bien unique. Je le recommande vraiment. À découvrir. Alors, Kama, merci beaucoup pour ces 2 suggestions, ces 2 références. Et puis, on se retrouve dans pas très longtemps, au mois de mai. Tout à fait. Il me semble. Tout à fait. Merci. Alors, Sad, re-bienvenue sur la scène de Normandie. On va juste monter un tout petit peu ton micro pour qu'on puisse t'entendre, mais tu es habitué de projeter dans un micro. Ça fait un petit peu plus qu'1 mois qu'on s'est vu. Un tout petit peu plus qu'1 mois. Oui, comment ça s'est passé ce mois-là? Est-ce que ça roule pas mal? Écoute, ça se passe bien. J'essaie de ralentir un peu ma cadence pour essayer de durer plus longtemps. Oui, c'est ça. Parce que j'ai eu un début d'année très, très chargé. Mais un début de saison très très chargé, mais sinon ouais, ça se passe super bien. Je suis content d'être de retour. On est très content d'accueillir. Content de parler de ce dont je vais parler ce soir. Ben oui, c'est ça. Que la dernière fois, tu le disais en début d'émission, tu t'es ouvert à nous, à tout le monde en fait. Merci beaucoup pour ta confiance encore et le courage. Et là, tu avais envie de poursuivre. Exactement. En fait, je suis pansexuel depuis longtemps, je le sais. Tout va bien, je me suis outé à tout le monde, sauf ma famille. Qui ne le sait pas. Et donc, j'ai évité d'en parler dans des lieux où ils sont filmés, où ça va rester sur Internet, où si tu écris Sad Finish sur Internet, ça va sortir. Mais là, j'étais comme, je vais le faire. Je m'en fous, je vais le faire. Fait que, it's out there. Oui, tu es sur notre site Internet, et sur notre Instagram, effectivement. Alors là, c'est plus possible de reculer en arrière. Exactement. Bien, je te cède donc la parole. Et là, c'est un peu ce que je vais raconter. Ah oui, là, c'est le all-in cette fois-ci. Là, c'est le all-in. Non, aujourd'hui, je voulais vous parler de mon enfance. Comme certains de vous le savent, j'ai grandi au Maroc, de mes 0 à 19 ans. J'ai grandi en n'ayant pas peur de dire les termes homophobes. Je n'utiliserai pas le terme refoulé ou homophobe internalisé, car j'étais jamais confronté à de l'homosexualité en grandissant. Tout ce que je savais, c'est que 2 hommes ensemble étaient une abomination de la nature. On nous l'a appris tout d'abord à l'école, en cours d'instruction islamique. Ici au Québec, vous aviez ECR, nous on avait Islam. On nous a appris que l'homosexualité, c'était l'un des pires péchés à commettre, juste avant manger du porc. Car sucer une queue, bof, pourquoi pas, mais manger du bacon, ça c'est non. Puis ensuite, c'était dans la pop culture, que ce soit dans la cour de récré ou dans les paroles de musique de rap, où le mot zamel, qui veut dire homosexuel, était tout simplement des insultes avant même que je comprenne leur définition. Mais j'ai toujours été intrigué par ce sujet. Je suis arrivé au Québec en 2015 et je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai vu 2 hommes s'embrasser. C'était au Foufoune électrique. Là, je vois 2 hommes commettre l'interdit, ouvertement, en plein milieu du bar, sans s'excuser, sans se cacher de qui que ce soit. Et j'étais comme arc.
arc, comment peuvent-ils faire ça? Puis je les regarde et j'y pense et je continue à les fixer, puis ça me dégoûte, puis 15 minutes plus tard, je réalise que ça fait 15 minutes que je les regarde et je n'arrive pas à enlever mon regard d'eux. Puis soudainement, je me sentais légèrement plus serré dans mes pantalons. Ce soir-là, j'ai réalisé que c'était pas grave, qu'ici rien n'était grave, qu'ici j'étais loin des dogmes dans lesquels j'ai grandi, qu'ici je pouvais faire comme il me plaisait, qu'ici j'étais loin de là-bas. 1 an plus tard, j'ai couché avec un homme. Là, c'est le moment où je raconte ma première fois avec un homme. J'avais trouvé une gig de construction sur Kijiji. Je sais que ça paraît comme le début d'un porno gay vintage, mais c'est la stricte vérité. Je devais aider un gars pendant 3 jours à faire des travaux très simples chez lui. Le gars mexicain, cheveux bouclés, il était en santé. En santé, avec le nombre de smoothies qu'il buvait, tout ce que je voulais savoir, c'était le goût de son sperme. Et ça goûtait le kale. Le 3e jour, il me propose de fumer un joint avec lui, avec les yeux qui sentent le cul. Et j'ai compris à ce moment-là ce qui allait se passer. On a couché ensemble. C'était vraiment très cool. C'était très le fun, même si mon cul était plus tendu que le conflit israélo-palestinien en ce moment. C'était quand même le fun. Le lendemain, je me réveille et je me sentais mal. Je me ressassais la même chose. Je vais aller en enfer. Je suis une mauvaise personne. Je suis dans la merde. Je vais aller en enfer. J'ai passé 5 ans comme ça, à me torturer mentalement et moralement, à me poser des questions sur mon identité sexuelle. Et en 100 ans, cela ne m'empêchait pas d'être pas mal actif sur Grindr. Enfin, dans mon cas, passif. Et quand j'y pense, c'était une belle période de ma vie. Je me sentais comme un super-héros. J'avais une double vie. Une partie de moi dont personne connaissait l'existence. Le jour, j'étais le sad que tout le monde connaissait. Et le soir, j'étais un queerdo dans des appartements d'inconnus au village. Il y avait une certaine excitation dans le fait de commettre l'interdit. J'avais tellement de questions. Est-ce que j'ai toujours été gay, sans le savoir? Mais j'aime quand même coucher avec des femmes. Qu'est-ce que je suis? Il y a une chose qui m'a énormément aidé dans cette phase de ma vie, les forums et les groupes sur Facebook. Car étant anonyme, je pouvais être qui je voulais et poser les questions que je voulais. Donc je voudrais remercier tous ces héros et héroïnes qui répondent aux questions dans les forums, car grâce à vous, je le sais, je suis pansexuel. Pansexuel, ça veut dire que je pense au sexe tout le temps. Non, c'est une blague. Pansexuel veut dire que je couche avec toutes. Et mes standards sont très très bas. Je m'amuse énormément. Mes parents, ma famille ne le savent pas encore et j'ai vraiment peur de leur réaction. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé une famille dans la communauté queer. Je ne sais pas quelle est la morale de mon histoire, mais ce qui est sûr, c'est que quand je croise un homophobe, je me dis qu'il sait peut-être juste toujours pas et je lui propose de venir faire de la construction chez moi. Merci. Merci, Sad. Merci. Alors, on peut trouver les annonces pour des travaux de construction en ligne, c'est ça? Sur Kijiji, cherchez Sad. Sad Construction. Joint, on va savoir qu'est-ce que ça Sad veut humoriste dire. et Sad Construction. C'est ça. Merci beaucoup encore une fois pour Merci à toi pour l'invitation. Merci Et on à se vous. retrouve très bientôt sur la scène du Normandie. C'est super. Merci.
Si jamais vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous avez peut-être vu notre publication en début de semaine sur les bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec, l'AGIC. Si vous êtes journaliste et que vous avez une idée de reportage sur les communautés LGBTQ+, vous pourriez obtenir une bourse pour réaliser ce reportage. Faites vite, par contre, parce que l'appel est ouvert jusqu'au 3 mai. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous donner plus de détails. Par ailleurs, j'en profite pour rappeler que la semaine dernière à l'émission, nous vous avons présenté le premier d'une série de reportages sur les Safer Space pour les minorités culturelles LGBTQ+. Donc, c'était avec le groupe Helem Montréal la semaine dernière sur la communauté arabo-queer. La journaliste Laetitia Arnaud-Sicari, qui a fait le reportage, a justement obtenu une bourse de l'AGIC pour réaliser cette série. Et donc, son deuxième reportage sera présenté la semaine prochaine à l'émission. Donc, c'est un rendez-vous. Comme vous le savez, toutes les émissions de Tous sont interprétées en langue des signes québécoise. C'est le fruit d'un partenariat avec la Fondation des sourds du Québec, mais aussi avec le Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec, un organisme qui a eu une importance capitale pour les communautés sourdes et malentendantes LGBTQ+. Et son père fondateur, si on peut lui donner ce titre, c'est notre prochain invité, Michel Turgeon. Bonsoir, Michel. Bonsoir, bonsoir. Alors, pour l'auditoire à la maison, Michel Turgeon va s'exprimer en langue des signes québécoise et notre collègue interprète Marie Penel va signer mes questions et verbaliser ses réponses. Alors, Michel, bienvenue sur la scène du Normandie. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Oui, alors, mon nom, c'est Michel Turgeon. Mon pronom est il, lui. J'ai les cheveux gris, attachés, j'ai des lunettes. J'ai un chandail sur lequel c'est inscrit « vegan », des pantalons de jeans et j'ai une montre également. Merci. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+. Oui. OK, on commence. OK. Bien, c'est une grosse histoire. En fait, là, au début, dans les années 1978, même avant, il y avait le Centre de loisirs pour la communauté sourde de Montréal, le CLSCM, où est-ce que... Je vais enlever ma montre. Ça va aller mieux. Donc, plusieurs personnes sourdes allaient... à ces événements, mais les personnes qui faisaient partie de la communauté LGBT étaient vraiment discrets. Et il y avait plusieurs personnes qui se cachaient. Il y avait de la discrimination parce qu'auparavant, la religion était forte. C'était la période des baby boomers. Il y avait une influence. Et moi, j'ai appris parce qu'en 1978, je suis allée à New York. J'ai fait un voyage où est-ce que c'était un congrès pour les gays et les lesbiennes. Et j'ai appris plusieurs informations qui m'ont influencée, qui m'ont vraiment inspirée à briser la glace. Ça m'a ouvert l'esprit. J'ai décidé de me rebeller, de revenir à Montréal avec 11 personnes. On a commencé en 1979 à essayer d'inviter vraiment un groupe, un collectif. Puis les gens, ils disaient « Non, mais je veux que ça soit confidentiel. Je veux pas qu'on dise mon nom. » Parce que les gens avaient peur que les rumeurs se propagent. Donc, on respectait la confidentialité, l'anonymat. Puis on a envoyé au gouvernement d'avoir l'Association des bonnes gens sourds. Donc, ça avait l'air vraiment qu'on était des saints, mais en dessous, notre mission, c'était pour les gays et les lesbiennes. Puis, plusieurs semaines plus tard, on a reçu la confirmation pour l'Association des bonnes gens sourds. Donc, il y avait le club social. Donc, les personnes sourdes avaient l'autorisation de s'embrasser, de danser collés, de même sexe. C'était un club social. Comme au CLSM, là, c'était défendu de s'embrasser lorsqu'on était du même sexe. Il y avait de la discrimination, on ne pouvait pas être proche. Nous, on voulait offrir un milieu où est-ce que les gens étaient à l'aise, être ensemble, de pouvoir vraiment offrir une équité, que les gens soient bien. On a mis ça en marche. Puis, c'est jusqu'en 1980, ou 84 même.
il y a eu un congrès, une conférence à Montréal. Au début, les gens se mélangeaient. C'était agréable à Montréal, avoir le congrès. Les gens en parlaient. Avant, on parlait là, des, des maladies transmissibles sexuellement. Maintenant, c'est rendu les ITSS. Et il y a eu la crise. Puis, au congrès, de quoi qu'on a parlé, c'est un sujet délicat, mais nous, on a décidé de contacter l'association. Une association où est-ce que c'était des personnes qui entendent, que c'est l'association des gays et lesbiennes. Et à ce moment-là, c'était une période de crise où est-ce que c'était vraiment une crise mondiale. Comme quoi on pouvait développer le cancer lié au sida. Donc, c'était cette période-là. Puis là, on nous disait, on ne peut pas vous aider avec le financement. On a décidé de poursuivre de notre côté. On a continué. On s'est adapté, on s'est arrangé. Il y a eu une deuxième conférence et on a décidé, avec mon équipe, on a discuté. Puis, on a mis sur pied un projet pour faire une conférence qui parlait du sida. Puis, il y a 400 personnes qui se sont présentées avec des partenaires, aussi d'autres associations qui concernaient le sida. Donc, 400 personnes et 90 des personnes, c'était des personnes sourdes, alors que 10 c'était d'autres alliés, donc des psychologues, des alliés, des intervenants, etc. On a mis ça en place, puis j'ai vu que ça allait bien. On a demandé au gouvernement fédéral que le projet, en fait, on a rédigé un projet, puis il a été accepté pour qu'on puisse aider la communauté sourde en lien avec le sida. Donc, les bonnes gens. Moi, j'étais coordinateur, puis c'est devenu Coalition Sida Sourd Québec. On a discuté avec le gouvernement fédéral qui disait, c'est parce que le projet, le service, là, c'est pas un loisir, là. Les bonnes gens, nous, on ne veut pas subventionner le loisir. Donc, on s'est dissocié, Coalition Sida Sourd Québec et bonnes gens. Mais tout a continué quand même. Là, j'essaie de me rappeler, là. Mais c'est ça, la Coalition Sida Sourd Québec a poursuivi. Ça s'est même agrandi. Il y avait des petites conférences, des ateliers. Puis l'association Le Bonnes gens sourds collaborait avec Coalition Sida Sourd Québec pour avancer vers la même direction. Et autrefois, nous, on travaillait de la maison. On n'avait pas de bureau. C'était vraiment chez nous. On était même des fois bénévoles. Donc, des personnes se présentaient chez nous pour obtenir des services. Et quand Coalition a été mis sur pied, il y a eu un établissement où est-ce que ça avait été déclaré pour fraude et on nous a appelés avec différents organismes de Montréal pour discuter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et les organismes, là, c'était pour reconnaître les gays et les lesbiennes à Montréal au niveau provincial. Nous, on était au niveau provincial. On a donc été inclus dans ce regroupement-là. On était 8 organismes communautaires et c'est là qu'on a mis ça en marche. Ensuite, on a donc été dans ces bureaux-là pour plus tard déménager sur la rue Plessis. Puis l'association des gays et lesbiennes, c'était l'association Bonnes gens sourds et ça fait vraiment plus de 20 ans, là. C'était en 1999, puis ça a changé de nom pour être les gays et lesbiennes sourds du Québec. On a mis ça vraiment en marche. Plusieurs années plus tard, il y avait des différences pour les sourds, pour les gays, les lesbiennes. Au début, il n'y avait pas de personnes trans, mais là, ça s'est agrandi. On a fait vraiment un changement pour faire perdurer ça. Ça a été long aussi là, pour le conseil d'administration. Donc, on a dû abolir ça. Mais quand on regarde ça, on se disait, nous, on a besoin d'avoir un service. On ne veut pas que tout ça s'évapore. J'ai discuté avec le gouvernement du Québec, puis
moi, je me préparais à quitter pour la retraite. Donc, juste avant, je me disais, je peux pas abandonner tout ce que j'ai construit là, pour les gays, les lesbiennes, les personnes trans, les non-binaires. Donc, j'ai voulu faire vraiment un recensement de toutes les informations. Et on a discuté avec le gouvernement. Ils nous ont aussi donné des fonds pour ouvrir 4 services. Donc, c'était pour le VIH-Sida, aussi pour la communauté LGBTQIA+, pour les drogues et dépendances et pour les personnes en situation d'itinérance. On a continué vraiment à s'entretenir avec la communauté LGBT pour offrir les services. Et l'important, c'est vraiment d'avoir une culture sociale, d'inclure tout le monde. On fait pour les jeunes aussi. On veut que les jeunes s'impliquent. C'est important. On ne veut pas que les gens soient isolés, les personnes sourdes. On veut qu'ils soient impliqués dans la société. On veut briser l'isolement. Et on continue cette bataille. Merci pour ce récit bien détaillé. En fait, j'avais prévu le faire avec quelques questions, mais je vais plutôt plonger dans certains aspects de ce que vous avez dit au courant des années. J'aimerais qu'on remonte un peu dans le temps quand vous avez participé à des congrès à l'international, entre autres aux États-Unis. Ça vous a inspiré en organiser une à Montréal aussi. Quelle a été l'influence de ces rencontres internationales dans votre vie de militant? Oui, oui, parce que quand je suis allée aux États-Unis, j'ai participé à plusieurs ateliers, vraiment différents ateliers. J'ai appris, il y avait beaucoup d'informations concernant le leadership. J'ai beaucoup d'informations aussi sur la revendication. Tout ça m'a influencée et j'ai eu envie de participer. Et pendant 6 ans, j'ai été vice-président. Et après, pendant 4 ans, j'ai été président pour l'Amérique du Nord. Mais c'était vraiment pour partager, pour que tout le monde travaille main dans la main. Parce qu'ici, on n'était pas très avancé, on était en retard si on se compare aux autres pays, par exemple aux États-Unis, qui étaient plus avancés. Je me disais, ça pouvait nous influencer, acquérir des informations et les partager ici, à Montréal, au Québec. Aussi, moi, je suis très ouvert. Mais au début, quand on a fondé ça, moi, j'ai reçu des menaces de la part de certaines personnes sourdes qui me disaient qu'ils allaient appeler la police parce que moi, c'était comme de la prostitution et qu'ils me faisaient des menaces. Et moi, je disais, non, mais c'est comme le CLSM, c'est un club social, c'est la même chose, il n'y a rien de sexuel. Je disais, wow, là, faut pas discriminer cela. Là. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, c'est mieux. Et on reconnaît une ouverture. Et vous avez parlé de la transmission des connaissances, notamment en ce qui a trait à la santé, VIH. Comment ce travail de sensibilisation, de prévention au sein de la communauté sourde LGBTQ+, se faisait avec les autres groupes qui étaient entendants? Est-ce qu'il y avait une belle collaboration ou bien tout se faisait un petit peu là, en vase clos? OK. Autrefois, quand j'observais tout ce qui se passait aux États-Unis, que j'ai essayé d'implanter ça ici au Québec, je me disais, OK, je suis capable, moi, d'être un leader. Et auparavant, comme je disais, c'était Coalition SIDA Sourd du Québec. On avait mis ça en marche. Puis, je me disais, OK, je suis prêt. Et il y avait le comité SIDA-R de Montréal qui était venu nous voir parce qu'ils avaient besoin. Ils étaient venus là, à nos bureaux. Puis là, on s'était dit, on allait les rencontrer. Puis moi, j'avais instinctivement là, quelque chose en dedans de moi qui me disait, je peux pas m'associer à eux. Il faut que je reste indépendant avec Coalition SIDA Sourd Québec. Eux, ils ont leur mission. Moi, j'ai ma mission. Les personnes sourdes, on est capable d'être indépendants pour avoir un même pied d'égalité. On n'a pas besoin de dépendre des associations qui entendent. Ils nous ont demandé vraiment là, de nous associer pour comme un peu nous contrôler, comme gérer ce qui se passait à l'interne. Moi, j'ai envoyé ça au fédéral. Puis là, finalement, ils m'ont demandé d'avoir une entrevue. Puis le fédéral me dit, tu as parlé vraiment que tu cherchais un local. Puis j'avais dit, oui, parce que moi, je travaillais de la maison, donc je voulais avoir un bureau.
Puis j'ai dit, on m'a demandé d'être inclus avec telle association de personnes qui entendent, puis que nous, ben, les personnes sourdes, on est comme sous-représentées. Puis le fédéral nous a dit, mais non, continuez à être indépendant, continuez là, à être autonome. Je dis, oui, oui, on ne lâchera pas. Là. On garde vraiment la tête haute, on est capable, on se débrouille. Les sourds, on est capable. Donc, ça a été ça notre expérience. Vous avez parlé de la mission de social, en fait, du club social, de rassembler, de briser l'isolement. Aujourd'hui, donc, il reste le réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec, qui est plus axé sur la mission prévention à en santé. Tout le volet club social a fini un peu par disparaître parce que, bon, ça demande beaucoup d'engagement de gérer une association bénévolement et tout. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que c'est un service qui manque, un club social pour les personnes sourdes et malentendantes de la communauté LGBTQ+? Oui, depuis, même j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils s'ennuyaient aussi d'avoir un milieu d'échange, un lieu où est-ce qu'on peut vraiment s'exprimer. Il y a eu un impact depuis, là, c'est la période de 2020. Auparavant, c'est très agréable, tout ce qui était social. C'est la même chose pour les personnes sourdes que les personnes qui entendent, mais c'est vraiment la période de la pandémie. Là. Et depuis, on a ressenti un changement, comme quoi que les gens étaient plus isolés, que c'était plus difficile de faire des rencontres. Mais là, on essaie quand même de briser ça. Le RSSSQ, le club social, en fait, ben, c'est comme une fois par année. Par exemple, on va ramasser des fonds, les gens vont se réunir, on va faire une activité pour se remonter le moral. Mais nous, il faut toujours continuer quand même là, de briser les barrières pour que ce soit vraiment la même chose. Ça peut être, les personnes qui entendent aussi sont les bienvenues. C'est pas juste destiné aux personnes sourdes. Là. On va être tout le monde ensemble. Là. Puis là, moi, maintenant, je suis retraitée, mais je continue à m'impliquer, là. Depuis 2 mois, là, je participe au groupe là, des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence de Montréal. Donc, je participe depuis 2 mois. Puis, eux-mêmes ne savaient pas qu'il y avait des personnes sourdes. Ils m'ont regardé, ils étaient comme « Ah, ben oui! » Puis moi, je suis retraitée, là, mais j'en profite maintenant. Là, c'est important. Là, je suis un bon modèle pour les jeunes. C'est important de transmettre ces informations. Bon, mais ça m'amène bien à ma dernière question que je voulais vous poser sur les contacts intergénérationnels. Je sais que quand vous avez été jeune, vous avez eu des modèles qui étaient plus vieux. Ça vous a influencé dans votre parcours de militant. Aujourd'hui, est-ce que vous en avez des contacts avec les jeunes? Est-ce qu'il y a cet échange entre les générations? Oui, bonne question. Depuis, ben moi, je suis plus dans la période des baby boomers. Puis autrefois, quand c'était cette période-là, ben les jeunes et les plus vieux ben, se mélangeaient. C'était vraiment un partage. Et je dirais que depuis peut-être 10 ou 15 ans, j'ai remarqué un changement. On voit vraiment que c'est séparé. C'est par groupe d'âge. Et moi, ça m'a touchée, ça me fait mal parce que j'ai toujours pensé là, d'inclure les jeunes, qu'on soit tout le monde ensemble. Et comment expliquer? D'annoncer pour les jeunes, de se présenter aux événements, d'être bénévole, de participer, que ce soit des conférences ou etc. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont isolés. Puis moi, ce que je remarque ici, je compare à autrefois, auparavant, la religion était omniprésente, elle était vraiment là. Et maintenant, c'est plus les jeunes, ils font leur vie à leur façon, selon leur bonheur, leur identité. Par exemple, là, moi, là, depuis 4 ans et demi, là, même, là, j'ai changé là, de qui est-ce que je suis. Et je peux influencer les jeunes, être un modèle positif. J'aimerais bien travailler main dans la main. Les jeunes, souvent, ils vont s'imaginer, on va leur dire, oui, oui, allez-y. On veut pas les freiner non plus. On veut encourager leur créativité. Il y a des personnes plus âgées là, qui ont une mentalité plus arriérée. Mais moi, de mon côté, j'ai une mentalité très ouverte. Et moi, je veux encourager les jeunes à s'impliquer et travailler main dans la main avec eux. Et d'ailleurs, vous me dites que c'est avec ces jeunes-là que vous vous tenez informés des nouveaux mots en langue des signes pour définir en fait les nouveaux concepts de la communauté. C'est auprès d'eux que vous apprenez?
Oui, 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 oui. Souvent, là, depuis parce qu'autrefois, les signes, bon, il y avait des vieux signes, qui étaient liés aussi à la religion, comme j'ai déjà mentionné et tu sais, autrefois, on disait fif, fif. Puis là, c'est devenu gay. Puis là, on a aussi dit LGBT, donc gay, lesbienne. Il y a eu des mots qui sont mis vraiment en place. Le LGBTQIA+, là, on a créé un signe qui était comme ceci que je viens de faire. Donc, c'était nouveau pour moi. Mais c'est les jeunes qui me l'ont dit. Et est-ce que moi, je vais leur dire, wow, 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 c'est pas comme ça? Non. Moi, je les encourage. C'est la même chose là, pour les personnes qui entendent qui vont à l'université. Partout dans le monde, là, il y a des nouveaux mots qui se créent. C'est des néologismes. Il faut les accepter. Moi, les jeunes me donnent ces références-là, puis je les intègre. J'ai la chance, ça me donne une richesse dans mes signes et c'est important. En tout cas, je peux vous le confirmer, si vous en doutiez, que vous êtes une source d'inspiration parce que depuis le début de Toast, il y a plusieurs personnes dans l'auditoire de la communauté LGBTQ+, bien sûr, malentendant, qui me demandaient quand est-ce qu'on va recevoir Michel à l'émission. Alors, on est très content que vous ayez accepté notre invitation cette semaine. Et puis, félicitations pour tout ce que vous avez accompli au cours des dernières décennies. Et puis, au plaisir de pouvoir continuer à vous compter comme auditeur du balado tous. Merci de votre présence. Merci, merci, merci. Alors, on va faire un petit test pour voir si notre collègue Garance est avec nous. Est-ce que Garance, tu nous entends? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez, vous? Ben oui, tout à fait. On a eu un petit doute, mais finalement, la transition musicale était assez longue pour qu'on puisse faire, Bon, bien joué. ce petit branchement. Alors, Garance, tu es à Québec, j'allais dire comme toujours, mais pas comme toujours, parce que tu te promènes des fois, mais c'est là où tu habites. Alors, est-ce que tu peux te décrire? Tu es chez toi? Oui, je suis chez moi. À toutes les fois que je suis à Québec, je suis en direct de ma cuisine habillée en mou parce qu'on n'est jamais mieux qu'en mou un mercredi soir pour écouter un podcast hyper intéressant. Merci, Garance. Alors, tu as sélectionné 4 artistes pour nous aujourd'hui. La première sur ta liste, elle a sorti son album tout récemment. Oui, elle a sorti un premier album le 1er mars. On parle de Sorail, qui a sorti un album qui s'appelle Synesthésie. Alors, je suis pas un méga professionnel du hip-hop puis du rap puis tout ça, mais ça m'a quand même ramené à Calamine, qu'on connaît bien aussi sur la scène. Fait que ça m'a ramené là pour le flow, surtout le thème de voix aussi. Ce qui est le fun de Sorail, c'est qu'elle fait tout. Elle écrit, elle produit, elle fait tout dans son propre studio. Fait que je trouve ça quand même le fun de le souligner. Et on va pouvoir la voir en spectacle à Santa Teresa pour ceux qui habitent à Sainte-Thérèse ou qui ont une voiture ou des pieds pour se rendre à Sainte-Thérèse.
Donc, sur son album, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que la tune la plus longue fait 3 minutes 7. Sinon, le reste des tunes sont autour de 2 minutes 45, qui est rendu vraiment un format assez par excellence pour les radios puis tout ça. Là. Donc, on est très, très loin des époques là, où les Hotel California puis les Bohemian Rhapsody, des chansons qui durent là, 5, 6, 7 minutes. Là, on en entend vraiment, j'ai envie de dire, presque plus en radio. Fait qu'on se quitte sur Sorail avec un extrait qui s'appelle Wasabi et en duo avec une autre artiste qui s'appelle La Monarque. Alors, on écoute. Baby, je suis spicy comme wasabi, je fais tout fondre dans mon bain-marie, trop de drip, j'ai besoin d'un parapluie, là. Yeah, sortie jumelle, mode safari, je suis un spécimen qui check aucune case, ça c'est mystérieux. Inquiète pas, je suis un bon candidat, je suis smoothé, c'est comme du paprika. Je débarque en ville, puis je fonce dans le corridor. Je suis pas désolé, c'est pas délicat. Enveloppé par les spots, puis I don't know why. Je suis épuisé, mais je les envoie, je suis ben trop high. Pour les gens qui se demandent comment ça s'écrit, c'est S-O-R-A-I tréma. Ça se prononce Sorail. Donc, deuxième artiste, belle sonorité dans le nom Rosso Modo. Oui, Rosso Modo, ne pas confondre avec Grosso Modo. Alors, Rosso Modo est je ne sais pas si c'est un danseur professionnel en premier ou un musicien en premier, mais ce que je sais en tout cas, c'est que c'est un danseur. Il tourne avec Véronique Dicker en tant que danseur. Véronique Dicker, qui est personnificatrice là, au Québec, très connue. Là. Donc, Rosso Modo emprunte les codes de la pop, vraiment avec énormément d'effets vocaux par-dessus sa voix principale. Et il fait appel, j'imagine, à toutes ses amies danseuses qui sont là à faire des chorégraphies autour, à des vidéoclips très léchés, un visuel extrêmement travaillé, pensé, réfléchi. Il nous a offert en février dernier un single qui s'appelle Pas de bourré. Alors, à la grande surprise de tous, je ne suis pas un danseur professionnel de ballet. Alors, j'ai googlé Pas de bourré pour juste me confirmer que c'était bien un pas de danse du ballet classique. Fait qu'il va sortir demain un single qui s'appelle Triathlon. Alors après pas de bourré, triathlon, on sait que c'est un danseur professionnel. On peut comme très bien penser que Rosso Modo est un sportif professionnel aussi. Donc, est-ce que l'extrait qu'on va écouter nous donne envie de faire du ballet? Je ne pense pas. Moi, personnellement, ça me donne plus envie de danser ma vie dans le noir. Alors, bougez sur vos chaises. En tout cas, ta sélection me réjouit et Kama aussi, je pense, parce que tous les deux, on était sur scène à bouger. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette sélection. D'ailleurs, à 1 minute, et c'est aussi là, dans la chanson, il y a un très, très, très bon extrait. Donc, ça s'appelle Rosso Modo, pas de bourré. Prochain artiste, Garance, tu nous en as déjà parlé, mais là, il y a un nouveau projet, nouvelle chanson qui sort. Il s'agit de Rosario Caméléon. Voilà, Rosario Caméléon, qui est un artiste, je me cache pas quand j'aime, je l'aime beaucoup. Je vous en avais parlé là, auparavant avec un single qu'on avait présenté qui s'appelait Umami Papi. Alors, il est enfin arrivé avec un EP qui s'appelle Wako. Fait qu'on est toujours dans une musique qui est vraiment sans compromis. Perso, je trouve que ça lui va à merveille. C'est méchant, c'est rythmé, les basses sont excellentes, les choix de sonorité sont extrêmement travaillés. Il y a vraiment de belles surprises dans ces arrangements. Puis moi, personnellement, en tant qu'amateur de musique, des surprises dans les arrangements, ça me fait comme vibrer par en dedans, tout ça. Fait que c'est vraiment ce que ça me fait, moi, quand j'écoute du Rosario.
J'ai eu un coup de cœur en écoutant son EP pour la chanson Bucky et pour la chanson Sur la plage au couscous. Un drôle de titre, mais c'est quand même ma chanson préférée. Donc, on en écoute un extrait. Voici un extrait de Sur la plage au couscous. You can fake it with that damn fucking beat. We can fake it low. À la plage, coucou, sur les nuages de fou. Je te vois danser du low. Je te vois crier d'ici bas, je te vois rêver de blue. Don't keep on flying, fuck, follow me, no show. We can fake it with that damn fucking beat. We can fake it low. What a beast, got a thick booty OG. What's the strike, what a time to be lonely. You want it to go like a fast meal, like a last hope. Cette fois-ci, c'est notre collègue interprète Marie qui semble avoir été conquise. Je la voyais bouger sur le rythme du rap. Et là, elle signe en même temps. Quelle personne multitalentueuse. Donc, merci Garance pour ce troisième extrait. Et la dernière suggestion ce soir, il s'agit de Eve Parker Finlay. Oui, j'ai envie de dire Eve Parker Finlay, qui est une multi-instrumentiste, comédienne et artiste des nouveaux médias montréalaises. Personnellement, là, je savais qu'elle faisait de la musique. Je ne connaissais pas tous ses autres chapeaux. Semble-t-il même qu'elle est une tête montante de l'humour. Donc, peut-être une idée, Kim, pour une prochaine émission ici, l'inviter pour nous faire un petit billet humoristique qui fait. Elle est montréalaise. Donc, Eve Parker Finlay a commencé son premier album à la pandémie. En fait, j'ai dit son premier, c'est pas son premier. Elle a commencé l'écriture de son album à la pandémie, donc le 13 mars 2020. Et pourtant, c'est un album où l'on sent la joie, le positivisme. Ça ouvre sur des saxophones, ça donne déjà envie de bouger les épaules, des arrangements de cordes vraiment solides, des synthétiseurs dance et disco brillants. C'est un magnifique album épique. C'est vraiment de la musique épique. Ça me ramène un peu à Rufus Wainwright, qu'on connaît bien au Québec. Là. Elle sera en spectacle le 18 avril, donc demain, mais à Windsor, en Ontario. Donc, vous pouvez regarder là, sur ses réseaux sociaux. Elle tourne beaucoup en Ontario là, pour le prochain mois. J'avais envie qu'on se laisse sur un extrait qui s'appelle In the Hand. Et voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée et à très bientôt. Écoute, Garance, tu as des bonnes informations. Kama me confirme qu'Eve Parker Finlay fait de l'humour. Donc, effectivement, on pourra peut-être la recevoir sur scène. Et puis, moi, je m'imaginais faire des grands mouvements, là, très gestueux sur un dance floor en écoutant ça. J'ai beaucoup aimé cette suggestion aussi. Et puis, à Garance, avant de te laisser, je voulais quand même te demander qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, parce que je sais que tu traverses l'océan. Je traverse l'océan lundi. Je m'en vais à un festival qui s'appelle le Printemps de Bourges, donc à Bourges, en France, qui est un des plus grands festivals de chansons qui existent là, un peu partout, en fait. Là. Donc, c'est la première fois que j'ai la chance de m'en aller au Printemps de Bourges. Donc, j'ai bien hâte d'être là-bas pour voir plein d'artistes de spectacles du matin au soir jusqu'à très tard. Je m'en vais jouer à la jeune. Bien, je te souhaite un beau trip là-bas et peut-être que tu auras des idées de nouveaux sons à nous faire découvrir à ton retour. Qui sait, on aura l'occasion de s'en parler plus tard, là, vers la fin de la saison. Merci beaucoup, Garance, et puis bon voyage en Europe. Là. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.
C'est déjà le mot de la fin. Je remercie nos invités ce soir. D'abord, l'activiste Michel Turgeon. Merci beaucoup de votre présence et aussi d'avoir inspiré un paquet de générations à faire en sorte qu'on vive dans un monde meilleur pour nos communautés. Merci à l'humoriste de la semaine, Sad Finish, et de son ouverture à nous raconter son parcours. À la culture cette semaine, Kamala Macrel pour la littérature. Merci beaucoup, Kama. Ainsi que Garance Chartier qui en musique qui nous parlait de Québec. À la technique ce soir, Lou Perreno et nos interprètes en langue des signes, Marie Penel et Catherine Langevin-Pépin. Derrière le bar ce soir, Dominique Séguin. Merci encore une fois de ton efficacité, de ton sourire, de ta présence. Merci également à l'appui financier de la Caisse d'économie solidaire Desjardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. Je vous invite à venir nous voir au Normandie, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. On envoie aussi une infolettre par semaine dans la nuit du mercredi au jeudi pour vous annoncer quand l'émission est en ligne. Vous pouvez nous écrire aussi info@commercialtoust.com. Ici Kim Roy-Grenier au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.